Une usine va bientôt s'implanter dans le village de Ngata Dolikro, dans le département de Tiébissou. Elle va permettre de relancer la production du manioc dans cette localité. Ce jeudi 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi a officiellement succédé à Joseph Kabila. Le nouveau président de la République démocratique du Congo a prêté serment au Palais de la Nation, siège de l'actuelle présidence au bord du fleuve Congo. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Le manioc est une culture très prisée dans le département de Tiébissou, mais il est difficile de tirer profit de cette culture, notamment dans le village de Ngata Dolikro, où presque toute la population cultive et transforme le manioc de façon artisanale. Pour relancer la production dans cette localité, une usine va bientôt s'implanter. Ce sera surtout un moyen pour lutter contre la pauvreté, comme nous l'explique Léon Brou. Tiébissou, ce sont déjà 6 000 producteurs identifiés pour 5 000 hectares et 49 000 tonnes de manioc. Plus de 3 000 de ces paysans vivent à Ngata Dolikro. Ici, une seule façon de transformer à grande échelle le manioc, la fabrication de l'atiéké, une activité peu rentable. Oui, souvent quand on envoie à Abidjan, là, ça ne paye pas. Les femmes là disent que ça ne paye pas. On envoie. Souvent c'est gâté. Quand c'est gâté, on ne peut rien faire avec, on jette. Si ce n'est pas encore gâté, que c'est encore bon, on sèche. Maintenant, il y a les gens qui paient, on appelle ça Mali. Ils viennent payer le kilo à 100 francs. Actuellement, même, on peut prendre le kilo à 50 francs. En période faste, ce sachet d'atiéké Borchamp coûte entre 8 000 et 12 000 francs CFA. D'ordinaire, il est vendu à 3 000 francs, une perte au regard des dépenses de la création des champs à la récolte. Un carré là, si c'est toi qui déterres, c'est 20 000. Mais si c'est eux-mêmes qui vont déterrer, c'est 15 000. Bon, ça ne nous arrange pas, mais on a fait comment? On n'a pas l'autre activité si ce n'est pas ça. Espoir des acteurs de la filière manioc, ces travaux en cours. Au final, sera implantée à Ngata Dolikro une usine de transformation du manioc en produits dérivés, dont la farine. Une fois installée, la machine aura une capacité de 100 tonnes de transformation de manioc fraîche par jour. Ça, c'est la première usine. Si tout marche bien, on va ajouter d'autres machines. Encore 3 mois pour le démarrage des activités de cette usine qui va générer, outre des infrastructures communautaires, des emplois. L'emploi direct, ça va être environ une soixantaine de personnes. Oui, des ouvriers, mais aussi des techniciens, des mécaniciens, des opérateurs de machines, des chauffeurs de camions, bien sûr. On commence avec une rotation. Si ça marche bien, on va ajouter une deuxième rotation, une troisième rotation, et ça va doubler, tripler encore le personnel. De 1, ça va diminuer le chômage surtout en Ngata Dolikro. Et de 2, il y aura une grande rentabilité sur le plan financier. Et nous allons toujours rester au village et produire le manioc. En quantité surtout comme en qualité. Unité mobile, l'usine de Ngata Dolikro va étendre ses activités à tout le département de Tiébissou. Parlons environnement, les populations de Djekanou ont été sensibilisées aux conséquences de la pratique de l'orpaillage. Cette activité menace l'environnement et favorise la désertification. On en sait plus avec Boubacar Silla et Soro Corona. Dégradation des sols, utilisation de produits dangereux, réduction des aires de ponte des poissons et des productions agricoles, souillure des eaux et des cultures vivrières. Conséquence de la pratique de l'orpaillage en Côte d'Ivoire. Une activité ainsi pratiquée dans la quasi-totalité des régions du pays. Le département de Djekanou n'échappe pas à ce sombre tableau. Pour attirer l'attention des populations sur les dangers de l'orpaillage, une rencontre a été initiée par le préfet. Le département souffre énormément des effets néfastes et infestes de l'orpaillage clandestin. Il est temps que vous preniez conscience des graves dangers auxquels vous exposez vos populations en cédant vos terres aux clandestins qui n'apportent rien d'autre que dégâts et désolation sur leur passage. Le préfet de Djekanou a exhorté les chefs de village et de terres à tourner le dos à la facilité en dénonçant la présence des orpailleurs clandestins. Ne soyons pas attirés par le gain facile et rapide au péril de nos vies. Engageons-nous donc à dire stop à l'orpaillage clandestin. L'autorité administrative a également invité les populations à la culture de la paix, de la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux.
Les peuples Tagbana et Sénoufo ont décidé de se mettre ensemble pour valoriser leur riche patrimoine culturel. Ils ont mis en place l'Union des jeunes ressortissants du district des Savanes et de la région du Hambol. Cette association a un nouveau président. Il s'agit de Kassoum Yeo, cadre et fils de la région. Il a été investi récemment. Rosemonde Kini, Boko Clément. Les Sénoufos sont divisés en plusieurs groupes. La communauté Tagbana appartient au grand groupe ethnique Sénoufo, résidant dans la région nord de la Côte d'Ivoire. Elle peuple sa partie sud, d'où l'appellation de Sénoufo du Sud. Les Tagbana habitent le département de Katioula, dont la superficie est estimée à 9420 km², soit 2,9% du territoire national ivoirien. À côté des Tagbana, un peu plus au nord, vivent les Tibara, Nyarafo, Fodonon, Nafara. Des frères qui vivent en bonne intelligence et partagent la même culture, la même langue avec quelques variations. Les Sénoufos sont essentiellement des paysans qui cultivent le riz, le mil, le maïs, l'igname, le manioc et le coton. Ce peuple a décidé de s'unir pour renforcer la cohésion entre les ressortissants du district des Savanes et la région du Hambol. D'où l'élection de l'Union des jeunes ressortissants du district des Savanes et du Hambol. Nous sommes très ravis ce soir d'avoir le parent avec nous, l'ensemble de la chefferie. Nous mettons l'union aux jeunes, le leadership surtout, le civisme, surtout au niveau de l'emploi de la jeunesse, l'insertion. C'est une fierté, la fête a eu lieu aujourd'hui, je suis vraiment content. Puisqu'ils sont venus me voir en 2016, je leur ai dit que ce n'est pas facile. Mais ils m'ont dit de prier pour eux. Est-ce que ceux qui ne sont pas encore adhérés seront adhérés? Pourquoi pas des Bétés, des Baoulés qui sont au nord avec nous? Conduire une association, ce n'est pas facile, mais c'est très noble. C'est pourquoi je lui ai conseillé donc d'avoir une conduite apaisée, une grande capacité d'écoute. Parce qu'il arrive très souvent que nous écoutons non pas pour comprendre, mais pour répondre. Or, lorsque vous écoutez pour répondre, vous êtes souvent dans le faux et vous n'êtes pas rassembleur. Et il faut donc écouter pour comprendre ce que chaque membre dit. Et c'est à cette condition que l'association pourra donc générer des bénéfices pour eux-mêmes et pour l'ensemble des régions dont ils sont ressortissants. Une initiative qui va favoriser des rapports de bon voisinage et créer un équilibre culturel. Les jeunes ressortissants de Korogo, Dikodougou, Sinematiali, Katioula, Dabakala et Niakara en sont convaincus. Nous attendons que le président arrive à toucher en toutes les communes du district d'Abidjan, telles que les communes de Cocody, de Yopougon. En tout cas, nous voulons toucher toutes ces communes pour qu'ensemble, nous soyons unis. Donc nous voulons réunir toute la jeunesse du Nord pour qu'ensemble, on puisse mûrir des idées pour pouvoir construire notre région. L'Union des jeunes ressortissants du district des Savanes et du Hambol a été créée en 2006 par les jeunes Sénoufos. En sport football, le Lys de Sassandra est le vainqueur de la finale de la 6e édition de la Coupe de la Ligue. Le match s'est déroulé hier au stade Robert Champroux à Marcory. Le Lys de Sassandra a battu l'AFAD, détenteur du trophée au tir au but, précisément par 7-6. Odalegui. Le Lys de Sassandra et l'AFAD d'Abidjan ont livré jeu égal durant 90 minutes. Bien organisé dans ses lignes, le tenant du titre, l'AFAD en blanc, a tenu son rang de meilleure défense. Du côté du Lys de Sassandra, Nguessambi et Brou Manassé se sont signalés aux 55 et 59e minutes par des frappes non cadrées. Mais à la suite du temps réglementaire soldé par un nul vierge 0-0, le Lys de Sassandra et l'AFAD d'Abidjan se sont départagés au tir au but 7-6 au profit du Lys de Sassandra. Une victoire qui permet aux promus de Ligue 1 de gagner le premier trophée de son histoire dans la compétition. Ailleurs, Félix Tshisekedi a officiellement prêté serment aujourd'hui, jeudi 24 janvier 2019, comme nouveau président de la République démocratique du Congo.
C'était en présence de son prédécesseur Joseph Kabila qui était au pouvoir depuis 2001. La cérémonie s'est tenue au Palais de la Nation de Kinshasa, siège de l'actuelle présidence. C'est la première passation pacifique de pouvoir d'un président à l'autre depuis l'indépendance de l'ex-Congo belge proclamée dans ce même palais le 30 juin 1960. Awa Diaby, Clément Boko. Félix Tshisekedi a prêté serment ce jeudi 24 janvier comme nouveau président de la République démocratique du Congo en présence de son prédécesseur Joseph Kabila qui était au pouvoir depuis 2001 et des milliers de ses partisans, des responsables du gouvernement et des ambassadeurs étrangers. C'est la première passation pacifique de pouvoir d'un président à l'autre depuis l'indépendance de l'ex-Congo belge proclamé le 30 juin 1960. Nous voulons construire un Congo fort, tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous les Congolais où chacun aura sa place. Depuis l'indépendance, en effet, les changements de pouvoir dans le pays avaient toujours été la conséquence de coups d'État, d'assassinats ou de soulèvements armés. Mais l'élection de Félix Tshisekedi a été contestée par un autre opposant, Martin Fayoulou, qui a dénoncé des fraudes. Selon les résultats annoncés le week-end dernier par la Commission électorale nationale, la CENI, Félix Tshisekedi l'a emporté avec 38,57% des suffrages devant Martin Fayoulou qui a obtenu 34,83% et le candidat choisi par Joseph Kabila, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari, 23,84%. Journée historique hier au Venezuela où des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue à l'appel du président du Parlement, Juan Guaidó, pour manifester contre le régime de Nicolás Maduro. Juan Guaidó s'est proclamé président par intérim et a aussitôt été reconnu par une partie importante des voisins latino-américains et par les États-Unis. Un coup de tonnerre qui annonce de nouvelles secousses dans la crise politique vénézuélienne. Le président élu, Nicolás Maduro, peut en revanche compter sur le soutien de la Turquie et bien sûr de la Russie, devenu l'un de ses plus fidèles alliés. Il a reçu jeudi l'appui de l'armée face au soutien international apporté au président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó. 8 généraux qui commandent des régions stratégiques du pays ont assuré peu auparavant leur loyauté et subordination absolue au président Nicolás Maduro dans des messages diffusés par la télévision d'État. Loyaux toujours, traîtres jamais, ont lancé certains à la fin de leur allocution où ils n'ont pas manqué de faire allusion à l'ex-président socialiste Hugo Chavez. Lundi, une brève tentative de soulèvement d'un groupe de militaires avait été rapidement réprimée. Le Sénat américain tente aujourd'hui de s'accorder sur un texte mettant fin au shutdown. Cela fait 2 mois que, faute d'accord sur le budget avec le Congrès, un certain nombre d'administrations fonctionnent au ralenti. Le président américain exige que le financement de son mur anti-migrants à la frontière mexicaine soit intégré dans la loi de finances, ce que refusent les démocrates. Un blocage qui pèse sur l'activité économique du pays. Si le shutdown touche indirectement 0,5% des travailleurs américains, il affecte également indirectement la croissance du pays. L'agence Standard & Poor's évalue maintenant l'impact sur la productivité à près de 3 milliards de dollars, soit 0,02% du produit intérieur brut des États-Unis. Si cela dure tout le trimestre, cela pourrait réduire la croissance à 0, si l'on en croit certains experts. Ce shutdown est le plus long de l'histoire du pays et pour la première fois, de nombreux fonctionnaires dont le besoin font appel aux banques alimentaires et repas gratuits. D'autres ont choisi des petits boulots précaires pour survivre. Mais on voit aussi partout dans le pays des mouvements de solidarité. Kekuta Dambélé est un réfugié malien. Apprenti dans une ferme en Gironde, en France, il va participer à un concours régional de berger. Nous Sangaré, Clément Boko. Le geste est sûr, la main rassurante. Kekuta rêve de devenir le meilleur berger de France. Ce jeune réfugié malien participe à un concours régional de berger. Ah, le concours, donc, je vais prendre sérieusement pour je vais être gagnant. Ouais, c'est ça qui est dans ma tête quand même. Il a été vite remarqué par Serge qui l'accueille dans sa ferme en Gironde.
On a vite vu avec mon épouse qu'il connaissait le métier, il connaît les animaux, il a l'œil pour observer les animaux. Et un élevage, c'est quelque chose de primordial, quoi. Depuis octobre, Kekuta partage son temps entre un centre de formation et la ferme. Chez nous, c'est pas comme ça. Ils sont tous dedans, ils se livrent, ils débrouillent tout seuls. Dehors, ils mangent du foin, parce qu'ils sont libertés, quoi. Mais ici, ils sont dedans, tu donnes du foin, du granulé, du grain, tout, l'eau. La finale du concours aura lieu dans un mois au Salon de l'Agriculture à Paris. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Les programmes se poursuivent sur RTI2. Je vous retrouve demain à la même heure.